The sprinkler. Non, excuse-moi. I have to kind of start again. C'est toi qui fais le montage, man. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Sprinkler. Ce soir, nous avons comme invité Stéphane Bourque. Salut Stéphane. Salut Eric. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Au premier enregistrement, on parlait de perles dans la communauté agile. Donc voilà, c'est un fait. Tellement une perle qu'on est allé le chercher pour l'Agile Partnership. Et puis voilà, il fait du coaching. T'es où présentement? Chez PSP. OK, Ouais. PSP. Stéphane, c'est une des rares personnes que je connais qui s'est auto-congédié. Et puis, je me souviens, tu étais directeur. Ouais. Oui, et puis tu as décidé que tu pouvais ajouter plus de valeur dans un autre rôle. Je trouve ça formidable comme mindset. Et donc, je pense qu'on va en parler un peu tantôt. On va en glisser un mot. Les sujets qu'on va aborder avec toi, Stéphane, aujourd'hui? C'est sûrement, on va parler. Moi, j'avais l'intention de parler de communauté de pratique avec toi. Ouais. Ça fait on s'en a déjà parlé il y a longtemps. Le premier message que tu m'avais donné par rapport aux communautés de pratique, c'était plutôt sombre et noir. On va voir si ça a évolué depuis, ça a changé depuis. Et puis, tu l'as bien sûr enrichi le concept de com de pratique depuis. On va aborder les concepts comme le cadeau. C'est quoi, c'est un cadeau dans une com de pratique? Et ensuite, on va pousser encore plus la donne. On va parler de la couleur. Nice. Encore plus fun. Si on a le temps, si on a encore de l'énergie, on va peut-être parler aussi des fenêtres de joaillerie. Super fantastique comme exercice de feedback. C'est des bons training wheels pour donner du feedback. Self-selection. Donc, lorsque des équipes passent de l'auto-organisation à l'auto-gestion, self-selection, c'est un passage assez, comparativement à d'autres pratiques de gestion, self-selection, c'est quand même assez sécuritaire comme pratique. Et j'aimerais bien, par contre, qu'on puisse conclure avec le fait que tu donnes beaucoup de ton temps. S'il y a bien quelque chose que j'apprécie des gens de la communauté de pratique, c'est qu'il y a tellement de gens qui font des choses comme bénévole pour organiser toutes sortes de choses. L'année dernière et cette année, je crois, oui, tu participes à l'organisation de Spark the Change. Oui. Alors, il faut en parler un petit peu. Et puis encore, aussi important, dans le fond, on va parler de Agile Open à Montréal, qui va avoir lieu au printemps, peut-être avant, à voir comment ça va se dérouler. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci. J'ai bien hâte de parler de tout ça avec toi. Ta première expérience en podcast? Oui. Oui. Jusqu'à maintenant? Pas trop pire? Ça va bien. J'ai mon scotch. Oui. Stéphane a choisi ce soir le Lagavulin, 16 ans, rien de moins. Donc, drink and drive, c'est important, mais tu vas driver dans quelques heures, donc tu devrais être correct. À ton goût? À mon goût. Oui, parfait. C'est juste assez fumé. Peut-être que tu vas te rendre dans un niveau d'alcool juste correct pour flyer puis de donner des histoires fantastiques sur les différents sujets. Revenons à ce que j'ai dit tantôt, que tu t'étais congédié. Je me souviens pas où c'était. Oui, en fait, c'était chez Triton Digital. Yes, oui. Anciennement Stream the World. Donc, that's right. Yeah. Il y avait, à l'époque, j'avais eu le buy-in du CTO pour faire, je vais utiliser le mot transformation agile des équipes qui travaillaient avec moi. Mm-hmm. Et on avait fait venir quelques personnes de Pixis. On avait Vincent Tancé, okay, ouais. On avait Éric Mignot, Marouane aussi, Clélie était là. Oh, oui. Puis il y avait François Perron aussi. Ah, OK, mon dos. Ouais, on était bien équipés. Une gang de rebelles. Donc, ça a été une super aventure. Ils nous ont accompagnés, certains pendant 6 mois, d'autres un peu plus longtemps. OK. Et ce qui s'est passé, en fait, on a fait éventuellement un self-selection chez Triton. OK. Puis, en 2 mots, avant qu'on entre dans le détail, oui. Self-selection. Oui, self-selection. On a le droit de faire des parenthèses ici en passant. Parfait. C'est légal. Self-selection, c'est
Ben, tu sais, Eric, là, quand à un moment donné, une organisation, puis les gestionnaires s'assoient ensemble et ils se disent il faut qu'on redivise les équipes. Là, ils font des listes, puis ils se demandent qui s'entend bien avec qui, puis qui travaillerait bien sur quel projet, puis ainsi de suite. Puis... Oui, ils font ça en Alberta, chez Cargill. Les vaches d'un tel type dans ce coin-là, les vaches d'autre type dans ce coin-là. Oui. Fait que, ça a plus ou moins de succès, là, ça dépend. C'est très variable. Oui, c'est très variable. Puis, moi, j'ai la croyance que les meilleures personnes pour décider avec qui ils ont envie de travailler puis sur quoi ils ont envie de travailler, c'est les gens eux-mêmes, right? Fait que, là, on leur donne la possibilité, puis voici les produits qu'on a, voici les contraintes à respecter. Donc, il faut qu'il y ait au moins tant de personnes par équipe, pas plus que tant. Donc, en général, le propriétaire du produit, le product owner, présente son merveilleux produit qu'il veut développer. Et puis, il peut avoir un PO, mais il y a plusieurs PO. Et puis, les individus, les développeurs, quand je dis développeurs, je parle autant de programmeurs, QA, analystes, et ainsi de suite, vont choisir sur quel produit ils vont travailler. Oui. Et avec qui? Surtout avec qui? Surtout avec qui. Ou des gens avec qui ils ne veulent pas travailler aussi. Donc voilà, OK. Donc revenons, fermons la parenthèse. Donc, on a fait un self-selection, puis ça a roulé de même pendant un certain temps. Les coachs qui accompagnaient les équipes ont pris du galon, ont pris de l'expérience, puis éventuellement, mon rôle de directeur était plus ou moins utile. Et en parlant avec le CTO, il a été d'accord pour abolir cette couche de gestion-là. Juste toi ou toute la couche, tous les directeurs? Non, en fait, il y avait 3 directorats. Moi, c'était pour mon directorat qu'on a fait ça. OK. Donc, adieu le titre, adieu le beau bureau fermé. Et là, ça a été assez intéressant, en fait. Ce qui s'est produit, c'est que je suis devenu coach d'une des équipes qui était en fait sous ma gestion à ce moment-là. Donc, côté titre, tu es passé de monsieur le directeur à coach. Avais-tu un titre en quelque sorte ou c'était juste une question de posture? C'était coach. Oui. C'était coach. En revanche, la posture, c'était pas évident. Hein? Des fois, je m'assoyais. Donc, ce qui s'est produit très intéressant, c'est que les coachs des équipes sont devenus mes mentors. Donc, eux, ils avaient pris du galon. Donc, eux, ils se sont mis à m'aider à monter en compétences. Ouais. Puis, de temps en temps, dans les rencontres, je reprenais une posture de directeur. Puis là, ça devenait un petit peu awkward. Mais on avait anticipé ça. C'est qu'à l'époque aussi, j'avais créé une structure de chef d'équipe. Les meilleurs développeurs n'essayaient pas ça à la maison. Ouais. Je les avais promus chef d'équipe. Ouais. Puis éventuellement, ces gens-là, ils s'emmerdaient parce que là, ils se retrouvaient avec des tâches de gestion. Donc, les meilleurs développeurs devenaient des petits chefs. Ouais, tout le monde était perdant. Okay. Puis quand on a déconstruit ça, les développeurs regardaient quand même les anciens chefs d'équipe dans les meetings pour obtenir réponse. Puis il a fallu des fois les sortir de certains meetings. Okay. Fait que j'avais anticipé que devenant coach, ça serait pas naturel au début. Donc, ça a pris quand même un certain temps avant que... Qui veut dire quoi? Peut-être 2 mois. OK. C'est pas ça. OK. 2 mois. Mm-hmm. Je pense qu'après 2 mois, j'avais moins de rechutes. Ouais. Mais bon. Faudrait demander à mes collègues de l'époque. Question de confiance aussi. C'est bien beau de te repositionner comme coach. Les individus qui se font coacher par toi, qui savent que tu as quand même un petit pilier de direction en toi, l'ouverture doit être peut-être plus difficile. Ça prend un certain temps. Oui, c'est le 2 mois dont tu faisais parler. En fait, je te dirais, Eric, que c'était plus facile avec les équipiers qu'avec les autres coachs. Ah bon? Oui. OK. Oui, définitivement. Parce que là, je me retrouvais dans une position où je me faisais coacher par les autres. Oui. Alors, tu sais, j'étais du côté qui reçoit alors que j'étais plus habitué d'être du côté qui émet. Fait que c'est ça qui était plus difficile. Donc, et après un certain temps, tu as mis fin à ton aventure chez Triton? En fait, il y a eu des abolitions de postes. OK. Et voilà, tu as passé. Je suis passé. Tu fait packager. Oui. Tout à fait, parce que j'avais gardé mon salaire de directeur. Ça, on ne le mettra pas. On va couper son montage, Vanessa.
Tu as fait quelques mandats par la suite, quelques emplois. Et puis, je sais que nous, on s'est rencontrés au Page Jaune. Ben oui. En plein cœur d'une formation Scrum avec Lego. Puis, tu avais accepté le poste de Scrum Master à ce moment-là. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, tu es coach chez PSP. Tout à fait. Ouais, ben, cool. Belle introduction. Ça permet un peu de connaître l'individu, connaître un peu ton mindset. Parlons du sujet vedette. Les communautés de pratique. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Oui, je me souviens, dans le stationnement, je pense que c'était dans le stationnement au Page Jaune, puis tu m'as interpellé, tu dis, les coms de pratique, ça lève jamais. Puis je dis, des fois oui, des fois non. Donc, je t'ai donné la réponse du consultant. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Toi, ton expérience, ça ressemble à quoi, les coms de pratique? Initialement, les coms de pratique, c'était pas nécessairement un endroit de partage. C'était, en fait, les recettes qui finissent toujours par s'effondrer Ouais. sont celles qui incluent de la gouvernance et de l'administration et des status reports. Dans une com de pratique? Oui. Oh. Ouais. Et donc, à moins que les gens soient contraints d'y assister, forcément, ça s'effondre assez vite. Les gens ne sont pas intéressés, ils retirent peu de valeur. Puis, et c'était mon expérience quand je t'ai interpellé, mais c'est ce que j'avais en tête. C'est, voyons donc, ces patentes-là. Oui, je comprends. C'est comme on déguise une rencontre de statut en communauté de pratique. Oui. Donc, c'est borderline malhonnête. C'est, je sais pas, en fait. Je crois pas que ce soit intentionnel. OK. Ouais. Je crois pas que ce soit intentionnel. J'avais eu une expérience de communauté de pratique qui avait bien fonctionné. OK. Qui n'était pas dans une organisation ni avec des coachs agiles. Ah oui, en Estrie, je pense. Hein? Oui, en Okay. fait, on y avait des gens de l'Estrie de Montréal. En fait, on était un groupe de personnes qui avions suivi une formation de Daniel Mézic sur Open Space Agility. Space, ouais. Et c'est assez intense, ce monsieur-là. Oui, j'ai adoré. J'aimerais bien le revoir. Mm-hmm. Et on était tellement allumés à la fin de la formation de 3 jours qu'on a décidé de former une communauté de pratique sur Open Space Agility. Yes. Puis ça a duré pendant probablement 1 an et demi quand même. On se voyait, puis on voyageait. Là. Donc, c'était tantôt à Granby, tantôt à Montréal, tantôt à Sherbrooke, parce qu'il y avait des membres dans tous ces endroits-là. Mm-hmm. Donc, on se rencontrait pour plusieurs heures à tous les quelques mois. Donc, j'imagine dans cette com de pratique-là, c'était pas des status reports. Pas du tout. C'était en fait, rapidement, on a évolué vers quelque chose qu'on appelle le cadeau, tu l'as mentionné. Oui. Comment on a fait pour arriver au cadeau? Dave Jacques, oui? Donc, vas-y, j'allais dire, c'est de quoi tu parles? Le cadeau. Dave Jacques, qui est de Pixis à Québec, faisait partie de la communauté de pratique, puis a amené l'idée merveilleuse de se définir en tant que communauté de pratique en utilisant le Value Proposition Canvas. Qui est un subset d'un autre canvas, je pense. Possible. Ouais, je pense le business canvas ou quelque chose dans ce genre-là. OK, ouais. Et dans ce canvas-là, il y a deux portions importantes. Il y a la partie du client. Oui. OK? Et il y a la partie de l'offre de produits et services. Oui. Sur le canvas, donc le besoin versus l'offre. Exactement. Exactement. Puis, lequel de nos offres va régler quel problème ou quelle douleur du client. Tu comprends? Oui. Et la partie de l'offre, le dessin, c'est un dessin de cadeau. OK, oui. Donc, Dave a proposé qu'on se fasse un Value Proposition Canvas. Donc, on identifie qui seraient nos clients potentiels. Donc, qui est-ce qu'on pourrait intéresser avec notre communauté de pratique. Okay. Et quelle serait notre offre, donc notre cadeau. Puis, un exemple de client pour une com de pratique, c'était quoi? Dans le cas de Open Space Agility? Oui. Des gens qui sont en développement organisationnel, par exemple. Des gens qui des agilistes, bien sûr. Des gens en ressources humaines. Un petit peu le crowd de Spark the Change. Je vois. Donc, vous avez pris le temps d'identifier les pains, oui. les gains. Exact. C'est ça.
et du côté de cette clientèle-là que tu viens de mentionner. Et de l'autre côté du spectrum, vous identifiez un peu là, j'essaie de me souvenir, les pain relievers. Exact. Puis les gain creators. Exactement. Oh! Méchante mémoire. Je ne l'ai pas à l'écran, les amis, je vous le jure. OK. Puis les services associés. Voilà. Ouais. Produits et services. OK. Et, donc, avec ça, vous avez réussi à identifier les besoins et l'offre potentielle d'une com de pratique. Et l'offre s'est traduit par des éléments, des sujets abordés. Des sujets abordés. En fait, on a appelé ça upfront des cadeaux. Donc, quel genre de cadeaux on pourrait offrir à nos clients? Mais ça, là, on a parlé du cadeau. Ouais. Avant, on parlait de page jaune et de la discussion, la brève discussion dans le stationnement sur ça marche pas les communautés de pratique. Oui. Donc, mon expérience... Tu fais un flashback. Oui, flashback. Je reviens à l'histoire d'origine. Donc, notre première communauté de pratique, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais donc, je sais pas, jour, première communauté de pratique, on se rencontre dans une salle de meeting. On était comme 14, 15, 16 personnes. OK. Puis là, c'était... C'était pas dans la petite bibliothèque au premier étage? Non. Okay. Toi, tu fais référence au YP Theater. Oui, mais je pensais qu'on faisait des coms de pratique là aussi, mais bon, OK, ouais. Non, ben en fait, éventuellement, oui. OK, voilà. Oui. Mais cette première communauté de pratique-là, on est un paquet de personnes, puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec ses sujets, puis c'est des sujets de gouvernance, puis de status report, puis voici comment on devrait utiliser Jira, puis ci, puis ça. Fait que là, case in point, ça marche pas, les communautés de pratique, ça génère pas de valeur. Je sais pas comment ça s'est produit, mais on a réussi à proposer d'essayer une formule différente. OK. Et c'est là qu'on a proposé d'essayer le cadeau dans une communauté de pratique de coaching agile. Oui. En même temps, pour légitimer le fait qu'on se donne un cadeau puis que certaines personnes, certains gestionnaires pourraient juger que ça amène peu de valeur, j'avais été snoro un peu puis j'avais dit, on va se garder un 15-20 minutes de gouvernance puis d'administration, puis après ça, on se donne un cadeau. Oui, un peu de jardinage, puis après ça, on se lance. Exactement, exact. Ouais. Puis là, on en a parlé lors du tour agile. En fait, on se préparait pour le tour agile de ton opinion sur ça. Mon opinion sur ça, c'était quoi? Tu t'en souviens pas? Comme communauté de pratique, il n'y a pas de place pour parler d'administration puis de status report. Là. Ah, OK, ouais. C'est un fait. C'est pas... faire un peu de jardinage pour la com de pratique. Est-ce qu'on la garde une fois par 2 semaines? Est-ce qu'on fait un nettoyage du backlog de cadeaux? Ça, j'y crois. Mais commencer à parler de je sais pas... je sais même pas de quoi dire à ce niveau-là. Feuille de temps. La feuille de temps, voilà. C'est pas la place. Je dis pas que ça n'a pas de valeur. C'est juste que ça n'a pas sa place dans une com de pratique. Bien, laisse-moi te raconter quelque chose. Vas-y. Donc, chez Page Jaune, on a eu une communauté de pratique qui était très vivante là, tout le temps que j'étais là. Puis ça a peut-être continué après. Là. Ouais. Les gens adoraient ça. Puis on se promenait d'un building à l'autre. On allait de l'île des Sœurs au Nord-de-Lec et vice-versa. On échangeait les places. Donc, les coachs d'une place venaient rejoindre les coachs à l'autre endroit. Je pense que c'était aux 2 semaines. Ouais. Cadeau était donné. Retour sur les cadeaux. Donc, le crayon que tu m'as offert, il marche bien en maudit. Puis regarde ce que j'ai dessiné avec. Je te le redonne. Ouais. Donc... Mettre en pratique le cadeau. Hein? Voilà. C'est une com de pratique. Non, ça, toi. Et très vivant. Chez PSP, quand je suis arrivé, on a essayé cette formule-là. Ouais. Ça a très bien marché. On avait la petite partie gouvernance au début, puis ensuite le cadeau. Ouais. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, puis les coachs ont dit on veut plus faire de status report, puis de gouvernance, puis d'admin. On veut juste s'offrir le cadeau. Non, en fait, on veut le faire. Mais pas dans la COP. Et voilà. Quand on dit COP, c'est comme Community of Practice. Ouais. Ça se peut qu'on utilise des raccourcis. Donc, ça s'est passé naturellement. En fait, dans cette rencontre-là, je suis le seul qui a dit moi, la formule me va. Les autres ont dit non, l'administration, puis tout ça, là, c'est ouais, super. Fantastique. Donc, ça laisse plus de temps pour approfondir un sujet, puis le mettre en œuvre, mettre en pratique, et puis apprendre. Oui, les gens adorent ça. Ouais. Les gens aiment donner un cadeau, les gens aiment contribuer. Puis, une partie que j'aime du cadeau, c'est d'entendre parler de
qu'est-ce qui s'est passé avec le cadeau une fois que je l'ai offert? La mise en œuvre, oui. Ouais. Oui, absolument. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce qu'on a eu du succès? Est-ce qu'on l'a transformé, ainsi de suite? Ouais. Moi, ça me nourrit beaucoup, en fait. Je vais te poser une colle, je ne sais pas si tu peux répondre. Le ou les derniers cadeaux chez PSP à la com de pratique, c'était quoi? Oh my God! Ça date, cet été, c'était moribond. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés pour faire renaître la com de pratique. Donc, les derniers cadeaux, je ne me souviens pas, c'est au printemps. J'ai vraiment une mauvaise mémoire. Ce qu'on fait, par contre, c'est à chaque communauté de pratique, s'il y a des liens pertinents, on se fait une page par rencontre où on met les liens, par exemple, si on a fait la fenêtre de joaillerie, si on a fait... OK, donc ça, c'était un des sujets. Oui, c'est ça. Ça, c'était un des sujets qu'on a fait il y a longtemps. Mais bref, on garde une liste des cadeaux qui ont été offerts avec des références. Mm-hmm. Moi, j'utilise ça parfois, vois-tu, sur le Slack de Job Partnership. Des fois, c'est une demande d'aide. Puis je sais qu'il y a un cadeau qui pourrait répondre à cette demande d'aide-là. Je vais aller chercher dans les références. Tu le fais souvent, surtout dans tes It's Monday. Oui. Je dis, chez Agile Partnership, on a un Slack, évidemment. Puis un des channels, c'est lundi. Et puis, c'est pas du reporting. C'est chaque coach expose sa semaine, les choses qu'il prévoit faire dans sa semaine. Puis, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui décide qu'il va faire un bidule, truc mûche, patente à gosse. Et puis, un des coachs va dire, mais c'est quoi ça, man? Et c'est là qu'on apprend. Hein? Parce que Agile Partnership, on se cache le pas, c'est une communauté de pratique. Avec un volet commercial associé à ça aussi. Mais c'est principalement une com de pratique. OK, c'est super. Là, évidemment, à un certain moment donné, on a décidé d'y donner un nom. D'envelopper le cadeau d'un enveloppage de plus. Ouais. On appelait ça affectueusement... la coula. La coula. Mon téléphone buzz. Parle-moi-en. La coula, c'est... De la coula? Ouais. La coula, c'est... Qu'est-ce que c'est? La coula, c'était un rituel d'échange de cadeaux qui se passait près de la Nouvelle-Guinée, des îles, je ne me souviens plus quelles îles, mais donc les gens, les indigènes partaient en voyage qui pouvait durer plusieurs jours pour aller d'une île à l'autre pour s'offrir des cadeaux. Mm-hmm. Et, qui n'était pas rien. Hein? Dans ces années-là, c'était des petits canots, la houle. C'était dangereux. C'était une aventure. C'est une aventure. Donc, le fait de passer d'une île à l'autre, c'était pas une partie de plaisir. Il y avait un gros effort associé à ça. Oui. Et le fait de participer à la coula, à l'échange de cadeaux, ça donnait du prestige aux gens. Là. Oui. La honte, par contre, c'était de recevoir un cadeau puis de le garder vers soi. Alors, c'est un peu l'idée du cadeau de la communauté de pratique. On veut offrir. Et quand on reçoit, idéalement, on peut repartager ce cadeau-là. On peut l'avoir transformé, on peut l'avoir fait évoluer, puis on le redonne soit sous forme de cadeau modifié ou soit sous forme de retour d'expérience. Est-ce que tu te souviens des 6 étapes, 6 protocoles, 6 pratiques de la coula? Ça, c'est une bonne colle. Il y a l'emballage. L'emballage, oui. Donc, essentiellement, c'est le sujet qu'on emballe. Et la façon qu'on emballe un sujet, c'est de partager notre histoire autour du sujet donné. Donc, j'arrive pas juste dans une com de pratique puis je leur parle des 5 dysfonctions d'une équipe. Je raconte l'histoire du moment que j'ai lu le livre la première fois, que j'ai capoté sur les fables du livre de Lencioni, puis ça, je l'ai mis en œuvre. Soudainement, je voyais des choses dans l'équipe X que je ne voyais pas avant. Puis, donc, en général, de partager l'histoire de pourquoi je vous présente ça aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que vous m'écoutiez parce que c'est quelque chose que je tiens à cœur. Donc voilà, le sujet est transformé soudainement en cadeau. Ensuite de ça, c'est quoi? Est-ce que c'est le déballage? Le déballage. Ouais. Fait que le déballage, tu me corriges, hein? Oui. C'est la partie un peu plus théorique, je dirais. Donc, présenter les bases du sujet. Donc, si je reviens encore avec l'exemple de 5 dysfonctions d'une équipe, c'est là qu'on va essentiellement parler des 5 dysfonctions. L'absence de confiance, peur du conflit et ainsi de suite jusqu'en haut. On va sûrement faire un podcast dédié aux 5 dysfonctions à un moment donné, fait que je n'irai pas dans le détail. Ça, c'est le côté déballage. S'ensuit, c'est on joue avec le cadeau. Oui.
Puis donc, là, jouer avec le cadeau, c'est mettre en pratique ce qui vient d'être déballé. Donc, on est en pratique dans un contexte expérimental, théorique. On en discute à l'intérieur même de la com de pratique. Exact. On joue, c'est Noël. On a 6 ans avec nos amis, on a déballé le cadeau, puis on joue avec. Mais on n'est pas allé dehors encore. Non, pas encore. Il y a encore de la neige. Fait que on va pas dehors. Fait qu'on essaie de comprendre comment ce cadeau-là, comment les 5 dysfonctions d'une équipe pourraient être appliquées dans mon équipe, dans un contexte Y, dans une situation, peu importe. Fait que on joue avec le cadeau. Ensuite, comment ça tester ma mémoire? C'est l'étape où justement on amène le cadeau à l'extérieur de la communauté de pratique et on l'utilise avec les équipes avec lesquelles on travaille, l'organisation. Il y a le regifting, hein? Plus tard. Ah, OK. C'est après. Quel nom qu'on va donner? Le fait de sortir... on s'approprie le cadeau. S'approprier le cadeau. Donc, quand tu arrives, toi, dans une com de pratique et tu offres le cadeau, moi, je l'accepte à bras ouverts, je joue avec toi et à la fin de la com de pratique, c'est rendu mon cadeau. Ça me fait penser un petit peu aux étapes de choux, de hap puis de riz. Oui. En même temps, j'ai l'impression que c'est 6 étapes à l'intérieur du chou. Pour ensuite en arriver au hap ou au riz. Des gens peut-être qui nous écoutent et qui disent de quoi What the hell? Man? Un autre sujet plus tard. Oui, c'est important. Puis s'approprier le cadeau, ça veut dire qu'on s'engage à le mettre en pratique. On s'engage à faire quelque chose avec. Et puis, un des quelque chose, mais le quelque chose, en fait, c'est le regifting qui se fait sous deux formes. Le regifting se fait sous 2 formes. Oui, c'est le regifting. Une des formes, c'est d'amener le cadeau dans une autre com de pratique, par exemple, et de faire le même processus. Donc, d'expliquer c'est quoi, et puis une couleur ailleurs, tout simplement. Et puis, la deuxième forme, c'est justement de le mettre en pratique. C'est toi de propager la connaissance ou de l'appliquer dans son équipe, dans sa direction, dans sa famille, c'est à la limite. Donc, c'est les 2 volets du regifting. Je ne me souviens plus. Mais voilà, je te le rappelle. Merci. Ce qui suit à ça, c'est d'enrichir le cadeau. Enrichir. Donc, c'est de l'appliquer, c'est une chose. Faut noter ce qui se passe lorsqu'on le met en application. Oui. Si le cadeau, c'était les questions puissantes, mais lorsque je pose une question puissante, puis en fait, ça n'est pas une, c'est un jugement, mais de noter qu'est-ce qui s'est passé. Ah, merde, je me suis planté, j'ai pas appliqué le cadeau correctement, ou je l'ai appliqué correctement, puis j'ai vu quelque chose de fantastique émerger dans l'équipe ou chez l'individu. Fait que ça, c'est le fait d'enrichir. Et puis... Puis là, ensuite, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on peut emballer à nouveau le cadeau pour l'offrir. Oui. L'offrir avec ce qu'on a appris dans le cycle de vie du cadeau. Oui. Puis via le storytelling. Oui. Donc, j'ai essayé le cadeau question puissante X, Y, Z. Je reviens, je raconte mon histoire vécue. Et puis, comme tu dis, la boucle, elle recommence. Oui. Dans une com de pratique, dans une des directions à Desjardins, le sujet du feedback est revenu en 4 com de pratique consécutives. C'est-à-dire qu'on a réutilisé on a regifté le même cadeau 4 fois? Un cadeau enrichi à chaque fois. OK. Wow. Puis à la fin, ça s'est transformé en comment offrir du feedback à ses enfants pour qu'ils puissent ramasser leur chambre. OK. Oui. Je pense que tout le monde attendait ce moment-là. C'est quoi le truc? Futur podcast. Et puis d'apprendre sur ces techniques-là qui est carrément à l'extérieur du domaine professionnel et comment on peut l'appliquer en entreprise. Donc, autrement dit, comment amener son directeur à nettoyer sa chambre via le feedback. Okay. Fait que c'est ça, ça a évolué de cette façon-là, puis c'était vraiment le fun. Donc oui, un cadeau peut se transformer à plusieurs reprises, et puis le cœur du sujet, le cœur du cadeau peut revenir 2, 3, 4 fois. Disons qu'après 4 fois, on a dit, bon, on va arrêter, on va passer à un autre cadeau. Donc, je pense que c'est un des bénéfices de l'approche. Ouais.
Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites de la coula chez PSP ou si vous faites autre chose? On fait le cadeau. Le cadeau? Le cadeau. Peu. J'ai pas introduit la coula. Ah, franchement. Mais on pratique la coula. Mais on sait pas que ça s'appelle la coula. Ah, la coula, elle est innée. Voilà. J'aime ça. C'est dans notre ADN. On a fait le tour, je pense, comme de pratique. Je pense que oui. Oui. Ben, en fait, je me demandais pourquoi les gens restaient engagés à une communauté de pratique dont la composante principale est le cadeau. OK. Puis, en fait, si tu te rappelles Dan Pink, Oui. The Drive. Secret Behind Motivation, oui. Ouais, Drive. Si tu penses aux trois ingrédients que j'appelle de ce qui génère la motivation chez les individus, ben il y a l'autonomie, il y a le mastery, là, donc mettre en pratique ses habiletés ou apprendre, en fait, à devenir meilleur aussi. Ouais. Puis, il y a le purpose, donc avoir un objectif ou une raison d'être plus grand que la tâche qu'on est en train de faire. Je pense que le cadeau en communauté de pratique, ça nourrit ces trois choses-là. OK, ça nourrit. La raison d'être, je le vois. Oui. Oui, expertise, oui, je le vois. Mettre en application ce qu'on sait, le donner en cadeau. Nous, pour les autres, ben, c'est apprendre, recevoir le cadeau, apprendre quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas dans notre boîte à outils. Puis l'autonomie, ben, en fait, dans ces communautés de pratique-là, une des choses essentielles, c'est que ce soit vivant sans qu'il y ait de management qui viennent dire vous allez vous donner, voici le cadeau que vous allez vous offrir la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment volontaire et ça vit par elle-même une communauté de pratique. En effet, OK, oui. Beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie. Donc, ça l'explique pourquoi, dans plusieurs cas, les gens sont motivés d'y être. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. On pourra faire un sondage. Non, plus de sondage. Faire des sondages qu'on fait rien que des résultats, c'est un problème. On a fait le tour? Je pense que oui. Ah, nice. Qu'est-ce qui te tente? Self-selection ou Jouari? Oui. Montage. On en a parlé au premier enregistrement. Ah oui? Oui, on s'est forcé pour pas en faire. T'es bon, t'en as pas fait beaucoup. T'es sérieux? Oui. Moi, à toutes les fois que je le fais, c'est comme le tiers de seconde plus tard, je me rends compte que je viens de le faire. Moi, je suis pas assez bon pour même les repérer. C'est un talent acquis. Self-selection. Self-selection. Ou Jouari? J'irai avec self-selection, ça me passionne. Oui? Oui. Allons-y. OK. Là, t'en as parlé un peu tantôt. On en a parlé. Ouais. Les détails de ça? Les détails. Tu peux rentrer dans les différentes rondes, oui. tout ça, oui? Oui, tout à fait. Donc, part du début. On part du début. On est dans une organisation. On se rend compte que les équipes sont peut-être débalancées, quote unquote. On pense qu'il doit y avoir plus de gens dans telle équipe, moins dans telle autre équipe. Il manque peut-être de l'expertise. Les gens sont peut-être plus motivés dans tel groupe. Et là, on se met à se dire, ben OK, on devrait peut-être faire un reshuffle. Oh, yes. Donc, messieurs, madame, les gestionnaires, avant de faire un reshuffle, pensez au self-selection. Le self-selection... De quoi tu parles, Stéphane? Le self-selection, c'est tu m'enlèves le contrôle, là. Je ne suis pas heureux. Je reprends le contrôle. Je me sens pas bien. Ben, en fait, non. Je pense que ça donne plus de contrôle sur le succès de la démarche ou le succès du processus si on utilise le self-selection que si on essaie de le faire soi-même. Donc, si j'ai bien compris, si je suis directeur, tu me parles de self-selection, tu ne m'enlèves pas du contrôle, tu m'en donnes. Ben oui, je te dirais que oui. Tu as un meilleur contrôle sur en fait, le succès du outcome, le succès du résultat du processus. Intéressant. Donc, comment ça marche? Grosso modo, ben, la première chose qu'il faut avoir pour faire un self-selection, c'est d'avoir des produits qui sont forts. Si on n'a pas ça en partant, ça risque d'être difficile. Donc, c'est dur à vendre. C'est dur à vendre et c'est dur d'interpeller les gens pour se joindre à une équipe s'il n'y a pas de produit. La raison d'être. C'est la raison d'être. Et donc,
des produits, des gestionnaires de produits, des PO, qui vont se préparer à faire le self-selection. Donc, le self-selection, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. On doit parler aux gens quelques semaines avant que ça arrive. On leur explique. Aux gens, les développeurs? Aux développeurs, aux gestionnaires. Il faut accompagner tout le monde. Il ne faut pas abandonner personne. On accompagne les gestionnaires dans le processus, on accompagne les développeurs. Puis l'essence de la discussion envers les gestionnaires, disons? Envers les gestionnaires, c'est, écoutez, vous avez une opportunité en or. Vous allez pouvoir permettre à vos équipes de se rééquilibrer. Okay. Vous n'aurez pas à deviner si Jean aime travailler avec Sophie ou pas. Vous n'aurez pas à essayer de deviner si Paul a envie de travailler sur la plateforme de streaming. Stéphane, je vais t'avouer, je suis le directeur. Je vais t'avouer, mes gens ne sont pas assez matures pour faire ça. OK. Peux-tu me partager une observation qui te permet de dire qu'ils n'ont pas la maturité? J'ai aucun fait. Okay. C'est une opinion. Okay. C'est une perception que les gens n'ont pas la maturité de prendre ce genre de décision-là. Oui, je suis d'accord, ils sont capables d'organiser leur mariage, leur divorce, leur voyage dans le Sud, élever leurs enfants et payer leurs hypothèques. Mais je ne sais pas s'ils sont capables de choisir sur quel produit vont travailler. OK. Éric, le gestionnaire... beaucoup de sarcasme dans mon discours. Oui, il y a un peu de jugement. Je te propose de faire une expérience. Je te propose d'essayer le self-selection. Mm-hmm. Et puis, dans 2 mois ou dans 1 mois, on s'assoit ensemble, puis on regarde les résultats. Donc, on va établir... qu'est-ce qu'on va observer durant cette période-là. Les mesures de succès. Oui, pour pouvoir s'asseoir pour avoir une discussion honnête sur est-ce que ça fonctionne. Puis, on ne va pas juste le faire ensemble, on va le faire aussi avec les équipiers. On va aller chercher leur feedback. OK. Est-ce que ça te rassure? Comment t'as dit? Est-ce que ça te rassure? Est-ce que tu veux faire l'expérience? Ça me rassure énormément, merci beaucoup. Donc, c'est l'essence de la conversation que tu as avec la couche de direction. Oui. La couche équipier. Bien, il y a un point important que j'aimerais aussi apporter pour rassurer la couche de gestion qui est le suivant. C'est que si jamais une personne n'avait pas la maturité de se mettre à la bonne place puis que le système, l'équipe à laquelle cette personne-là s'est jointe craquait sous la pression ou si les conflits, tu restes le gestionnaire, tu restes la personne qui est redevable à l'organisation et tu as quand même le droit d'intervenir, de gérer, d'avoir finalement. Une discussion et de gérer. Ouais, OK. Alors, il y a rien de tout ça qui t'est enlevé. En fait, la proposition ici, c'est de créer l'espace. De créer l'espace, puis d'accompagner les gens à faire la bonne décision au lieu de décider pour eux, mais c'est de les accompagner. Et donc, d'émettre des contraintes qui sont raisonnables et utiles. Plus on met de contraintes, moins il y a de possibilités pour les gens de bien se placer. Donc, typiquement, les contraintes que le gestionnaire va émettre, c'est pour tel produit, je veux entre 4 et 8 personnes. Pour tel produit, je veux entre 6 et 9 personnes. Mm-hmm. Puis je m'attends à ce que les équipes soient autonomes dans la livraison de valeur. Autrement dit, que vous n'ayez pas de dépendance inter-équipe pour livrer de la valeur. Mm-hmm. Et que vous soyez pluridisciplinaire. Forcément, il faut être pluridisciplinaire pour réussir à être autonome. Donc, on s'éloigne des component-based teams, donc une équipe qui s'occupe juste d'une partie, une des couches de l'application, mais une équipe qui est feature-based, donc qui comporte toutes les couches pour que l'équipe soit autonome à livrer une fonctionnalité de A à Z. C'est souvent la consigne de base. Oui. Passer ça, il faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que chaque contrainte qu'on ajoute diminue la flexibilité puis les possibilités que les gens vont avoir d'être créatifs puis de joindre à l'équipe et aux gens avec qui ils ont envie de travailler. Pour les gens, pour les équipiers, faut leur expliquer les contraintes. Il faut leur dire que si le jour du self-selection, ils se retrouvent avec une équipe, puis que 2 mois plus tard, ils sont malheureux, c'est pas final. Mm-hmm. C'est possible de bouger. Ce n'est pas une finalité. Donc, c'est important d'amener ça comme... Donc, il peut y avoir des échanges en plein milieu de
Ben, en fait, une fois que les équipes sont formées, si quelqu'un est malheureux ou si son intérêt change, ben, comme dans une organisation où le gestionnaire a placé ses gens, s'il a placé une personne au mauvais endroit, ou c'est la même chose. En fait, si je me suis placé au mauvais endroit, je peux en parler à l'équipe, je peux en parler au gestionnaire. C'est arrivé dans le passé, chez Triton, c'est arrivé. À un moment donné, il y a des développeurs que ses intérêts ont changé. Après 2 mois, ben, il a joint une autre équipe. Pas plus compliqué que ça. Ça augmente le courage, j'imagine, pour participer à l'exercice. Je pense que oui. Je prends une décision aujourd'hui, mais si je réalise que je peux utiliser le gros bon sens puis aller ailleurs. J'aime framer ça, j'aime positionner ça comme une expérience. C'est une expérience, puis on se met un point d'inspection prévu dans le temps pour que les gens puissent se dire, ben OK, si jamais je ne fais pas le bon choix, au moins on a un point d'inspection dans 1 mois, je vais pouvoir partager ça, puis je vais pouvoir faire preuve de mon inconfort ou de mes craintes. Donc la conversation a eu lieu avec la direction, la conversation a eu lieu avec les équipiers. Oui. Je dis équipier parce qu'il faut éviter le mot développeur. Quand nous on dit développeur, on inclut programmeur, QA et compagnie. Mais juste pour éviter fausse interprétation, on va dire équipier. Mm-hmm. OK. Y a-t-il d'autres conversations? D'autres couches? Est-ce qu'on parle au RH? Est-ce qu'on parle... Je trouve utile de les garder informés et idéalement intéressés à être des parties prenantes au processus. OK. Ouais. Donc, de leur expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer. Oui. Puis en fait, qu'eux soient engagés dans ça. Là. Je crois que ça fait partie du boulot des ressources humaines de nous accompagner là-dedans. Oui. Est-ce qu'on parle aux finances? Je n'en ai pas eu le besoin dans le passé. Oui, OK, ça on l'exclut. Je sais pas, les ventes, peut-être, on passe par-dessus. OK, la conversation a eu lieu. What's next? Oui. Donc, on coach les PO à faire un speech de vente. Oui, les PO, quand on dit PO, on parle de Product Owner. Les Product Owners. Oui, ils n'ont pas un Purchase Order. Voilà. Et donc, on coach les PO à faire leur speech de vente. Donc, il faut que chaque PO ait un ou quelques produits. Puis, dans le passé, ce qu'on a fait qui avait du succès, c'est justement d'utiliser le Business Value Canvas. Oui. Ou Business Proposition Canvas. Ouais. Un des canvas. Un des canvas, oui. Pour encadrer la réflexion. Voilà. Ouais. Et en fait, encadrer la réflexion, puis ensuite la présenter. Donc, les PO, on travaille avec les PO pour qu'ils puissent préparer leur canvas pour le présenter à tous les équipiers. Ouais. Et le jour du self-selection, ce qui se passe, chaque équipe ou chaque équipe chaque PO va présenter son Value Proposition Canvas. Donc, on est tous dans une grande salle, juste pour le visualiser un petit peu. Tout le monde est dans une grande salle. Chaque PO présente son Value Proposition Canvas. On présente pour chacune des équipes à être créées les contraintes. Mm-hmm. Donc, rapidement, le nombre de personnes, l'autonomie, ainsi de suite. Pluridisciplinaire. Exact. Okay. Si possible, avant de faire l'exercice, on va aussi identifier les chapeaux qui doivent être portés dans chacune des équipes. Okay. Qu'est-ce que c'est un chapeau? Les spécialisations? En fait, je préfère parler de chapeau. OK. Et je t'explique pourquoi. Vas-y. Moi, je trouve que de dire voici les chapeaux qui doivent être portés, par opposition à spécialisation, c'est une invitation à quelqu'un qui est un développeur de porter le chapeau de testeur lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc, c'est plus perméable. Voilà, exact. Ouais. Okay. Et j'ai vu dans le passé des équipes se former où il n'y avait pas de testeur, mais les gens s'engageaient à jouer le rôle de testeur avec porter l'aide. Le chapeau de testeur. Voilà. Ouais. Donc, on va mettre le chapeau lorsque le moment va être requis. C'est une nuance importante. Hein? Moi, je trouve que oui, c'est que ce que ça fait, c'est que, l'organisation, le message qu'elle envoie en supportant cette façon de faire-là, c'est de dire aux gens, on vous supporte à monter en compétence dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas nécessairement des spécialistes. Mm-hmm. On reconnaît qu'en tant qu'organisation, on va devenir plus efficace si les gens sont... on parle de T-shape ou E-shape. Là, donc, si les gens se cantonnent pas dans une spécialité, puis en fait, deviennent curieux, on finance cette curiosité-là, puis on pense que dans le long run, ça va être payant. Ouais, OK. Donc,
Les PO font leur speech de vente. On voit quels chapeaux devront être portés dans chacune des équipes, les contraintes. Puis là, on fait un premier round. Un premier round. Donc, on sonne la cloche. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben là, les gens peuvent aller parler au PO. On se donne une vingtaine de minutes. OK. Les gens vont vers les équipes qui les intéressent, vers les PO qui ont un produit qui les intéresse. Donc, il y a 20 équipiers autour de Bob, puis autour de Paul, il n'y a personne. Oui, ça peut arriver. C'est poche. En revanche, les 20 personnes se rendent compte que c'est entre 6 et 8 personnes. Donc, il va devoir y avoir quelque chose qui va se passer pour que ça fonctionne. OK. Donc, après ce 20 minutes-là, on sonne la cloche et chacune des équipes fait un self-check. Autrement dit, on se regarde, on a notre petite feuille au mur avec les chapeaux. Les gens ont indiqué quel chapeau ils seraient prêts à porter. Okay. Donc, est-ce que tous les chapeaux peuvent être portés par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'est mis comme volontaire pour porter tous les chapeaux? Ouais. Et est-ce qu'on rencontre les contraintes en termes de nombre de personnes? Ouais. Puis, chaque équipe lève un carton soit rouge, soit vert pour indiquer, nous, on est vert. Okay. On serait prêt à partir. C'est-à-dire la checklist, check. On respecte les contraintes de 1 à 10 et puis c'est vert. C'est vert. OK. S'il y a du rouge, on fait un deuxième round. Aussitôt que du rouge à quelque part oui. ou à chaque équipe? Bon, OK, disons que c'est une équipe, puis une équipe dans laquelle il manque une personne. Ouais. On peut peut-être que la gestion va dire OK, on va se trouver quelqu'un, on va ouvrir un head count. Ça arrive pas de même, tu vas me dire. Okay. Ça peut être OK, on va l'essayer. On va l'essayer pendant une période de temps, puis on s'inspecte dans un mois et demi, puis on regarde si on a encore un problème, puis on fera preuve d'imagination à ce moment-là. Okay. Ou on fait un autre round. Ma question, c'est, là, on rentre dans les détails, mais c'est juste par curiosité. Mettons qu'il y a 4 équipes. C'est vert, rouge. Oui. Parce que, je sais pas moi, il y a un chapeau qui est laissé vacant. On fait quoi? On reshuffle tout? Ou on reshuffle. Oublie pas, on n'intervient pas. Tout ce qu'on fait, c'est on fait un autre round. OK, excuse-moi. Par reshuffle, c'est ça. On déclare qu'il y a un autre round. Puis que possiblement que le vert, rouge devienne rouge, vert. Possible. Je lance des scénarios là, comme ça. Là. Okay. Tout ça pour dire qu'aussitôt qu'un rouge, on donne le droit à moins d'exception, là, que tu dis. Là, en théorie, on lance un nouveau round. Tout à fait. Okay. Et la littérature, parle de 3 rounds maximum. Et là, il y a un excellent livre qui s'appelle Self-Selection Explained. Oh my God, c'est des gens d'une compagnie qui s'appelle Nomad 8 qui ont fait ça il y a plusieurs années, puis ils l'ont documenté dans un superbe livre qui s'appelle... On va le trouver, puis je vais le mettre dans la description. Oui, ça serait gentil, mais donc c'est un livre d'O'Reilly, il y a des animaux, je trouve ça un petit peu... Toujours des animaux, tu m'aimes pas pantoute. Oui, O'Reilly, oui. Mais... Creating Great Teams, je pense. All right. On cherchera ça. Donc, on va l'ajouter. Dans le livre, eux, ils l'ont fait à plusieurs reprises, ce processus-là, puis eux, ils disent que, je pense, 3 rounds maximum, c'est ce qui est requis. Moi, mon expérience, c'est 2 rounds. Oh, wow, c'est vite. Oui. Oh, quand même. Donc, t'en fais un de 20 minutes. S'il y a du rouge, on repart. On fait juste dire, on refait un nouveau round. Ouais. Puis là, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont pas bouger. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui vont bouger pour faire en sorte que le rouge devienne vert. Ouais. Et une fois qu'on a terminé, là, on a des équipes qui vont potentiellement être fonctionnelles. Mm-hmm. Et là, c'est le plaisir là, des coachs qui accompagnent les équipes de passer à travers un lift-off. Donc, chaque équipe fait son propre lift-off, se définit en tant qu'équipe et ainsi de suite. Puis là, on part. Donc, la vie n'est jamais toute rose. Es-tu game de partager quelques histoires plus difficiles, pour ne pas dire des histoires d'horreur? Histoire difficile. Je me rappelle, à un moment donné, on préparait un self-selection. Ouais. J'ai expliqué le processus. Puis là, il y a un directeur qui arrive puis qui lance et il dit « Évidemment, on va valider vos choix avant que ce soit final. » Une petite bombe à la fin, oui. Et, au moment de l'exercice, là? Ben non. En fait,
quelques semaines avant de faire l'exercice. OK, c'est pas si pire. Okay. Non, pas si pire. OK. Oui, j'ai mal réagi. Je me suis tourné vers le directeur et je lui ai dit non, c'est pas ça qui va se passer. Tu as dû dire, quelle est ton intention? Ben, en fait, c'est une belle question. C'est plutôt qu'est-ce que je n'ai pas fait pour bien le coacher. Ah oui. Ouais. Oui. Parce que c'est ça en fait, c'est ça. Il n'y aurait pas eu cette intervention-là si j'avais bien accompagné le directeur. Ouais. Oui, écoute... Je te laisse parler là-dessus. La résultante de ça, c'est quoi? Je dis, oui, moi, je suis directeur et je vais valider, puis je ferai les ajustements nécessaires pour que moi, je sois satisfait. Non, il y a eu la maturité de ne pas embarquer dans un ostinade devant tout le monde avec moi. Et est-ce que l'activité a eu lieu? L'activité a eu lieu. Et est-ce qu'il y a eu une intervention? Non. Ah, OK. C'est ça. OK, c'est pas super comme c'est pas une histoire d'horreur. C'est un moment bémol. Ben, il y a eu une autre histoire où il y a eu une équipe de Alpha. OK. Ouais. On a fait un self-selection. Tu veux dire un style social alpha, tu veux dire? Oui, des gens qui... des leaders. Puis les leaders sont tous ramassés ensemble. Ouais, les coachs, ils sont venus me voir. Puis ça, c'était chez Triton. OK. Bonjour, mes anciens copains de Triton. Les coachs viennent me voir et me disent ça va pas marcher, c'est tous des alphas qui sont ensemble. Ouais. Des guerres de coq. Puis... ouais, écoute, je pense ça a pris un certain temps. C'est cette équipe-là qui a perdu un de ses membres à un moment donné, qui a décidé de quitter pour joindre une autre équipe. Mais non, j'ai pas eu d'histoire d'horreur, vraiment. Là. Ton dernier self-selection, ça date de quand? Oh... Il y en a eu au Page Jaune, ça, je me souviens bien. C'est ça, non, ça fait plus d'un an. Plus d'un an, oui. 2 ans, oui, plus de 2 ans. Où tu es présentement, c'est le besoin n'est pas là ou c'est l'ouverture? Ben, il y a une forme de self-selection là, qui a lieu. J'ai pas participé, mais je sais que c'est arrivé encore dernièrement. Donc, c'est quelque chose qui font... C'est pas la même recette que j'ai utilisée, mais ça se rapproche beaucoup. Okay. Donc, les contraintes, et ainsi de suite. Mais ça se fait assez rapidement. Donc, ça s'est produit... écoute, il y a quelques mois, là, avant les fêtes. Okay. Donc, il y a peut-être 7-8 mois, ça s'est produit. Okay. Si je me souviens bien, oui. Puis, donc, il y avait 3 équipes qui étaient devenues... Certaines équipes étaient devenues trop grosses. Il y avait trop de membres. Okay. Il y a eu des embauches, puis là, bon, c'était trop gros. En 4. Donc, il y a eu un self-selection sur 4 équipes. Ah, OK. Mais merci pour le partage. Ça fait plaisir. Je comprends le self-selection. C'est très apprécié. Cool. En parlant de self-selection, tu t'es self-selecté pour faire partie de l'équipe Spark the Change. Tu t'es joint à l'équipe d'organisateurs. Oui. Parle-moi donc de ça un petit peu, Spark the Change. Comment c'est arrivé? Ah, ben oui. Spark the Change. Il y a quelques années, il y a eu un Agile Open, comme il y en a plusieurs. Oui. Et moi, je venais de suivre ma formation de Open Space Agility. OK. Puis, tu as compris tantôt que ça on était allumés. Et petite anecdote, quand je suis allé faire cette formation-là, je m'attendais à me retrouver avec un paquet d'agilistes. Ouais. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un stand-up survey. Okay. Donc, ils ont posé des questions aux gens. Donc, les gens qui viennent de la région de Montréal, levez la main, allez dans ce coin-là. Ceux qui viennent de l'extérieur du Québec, allez là. Genre de mapping, là. Exactement. Puis là, à un moment donné, ils sont tombés dans les questions de, bon, OK, les gens qui viennent du monde de l'agilité, levez la main, puis allez là. À ma grande surprise, on est peut-être juste le tiers des gens à lever la main. Ah, ouais. Fait que là, j'étais curieux. Et ensuite, là, ils demandent aux gens qui sont en ressources humaines de lever la main. Fait qu'il y avait une couple de personnes de ressources humaines. Ensuite, ils demandent les gens en développement organisationnel. Puis là, il y en a un paquet qui lève la main. Ah, oui. Et c'est là que j'ai découvert développement organisationnel. C'est là que j'ai rencontré Louise Cole-Taylor. OK. Oui. Puis plein d'autres personnes qui sont en DO. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Et en parlant avec ces gens-là, j'ai réalisé que oh my God, qu'est-ce qu'on essaie de faire en agilité, c'est des concepts qu'eux, ils mettent en application depuis belle lurette. Là. Ben oui. Et
ça m'a toujours fasciné, ce truc de développement organisationnel. Je me disais, il y a tellement de points en commun entre le développement organisationnel puis nous, ce qu'on essaie de faire. Faudrait se parler, faudrait se rapprocher. Et donc, fast forward, peut-être 6-9 mois plus tard, là, il y a quelques années, il y a peut-être 4 ans, il y a un Open Space... un Agile Open, pardon. Okay, oui. Il y a Agile Open. Et au Agile Open, j'amène comme sujet comment rapprocher les communautés de développement organisationnel et d'agilité à Montréal. OK. Et Jonathan Bronstein était... T'es bon. Merci. John était présent, puis il vient à la session que je propose, puis il y a d'autres personnes qui viennent, puis on discute. Puis Isabelle Terrien... À la fin de la session, elle me dit « écoute Stéphane, il existe un truc qui s'appelle Spark the Change. C'est né à Londres, puis c'est un petit peu ça qu'ils font. Ils rapprochent les communautés. Fait que tu serais-tu willing d'embarquer pour aider à l'organiser? » Est-ce que ça, c'était le premier ou le deuxième à ce moment-là? Le premier Spark the Change? Ouais. Ça n'existait pas encore à Montréal. OK, fait que c'était le premier. Okay. C'était le premier, oui, c'est ça. Okay. Et puis je dis oui, certainement. Ça m'intéresse. Là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est produit, on s'est comme perdu de vue. Spark est apparu. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, wow, cool. J'ai assisté, j'ai trippé. Puis après ça, après un tour agile ou un autre Agile Open, on s'est retrouvé à un bar. Puis là, Isabelle m'a proposé de me demander si j'étais intéressé à joindre le comité organisateur. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé. L'année passée? Non, il y a 2 ans. 2 ans? Oui, OK. C'est mon deuxième Spark cette année. OK. Oui, OK, oui. Ouais. Fait que troisième, donc on est dans notre 3e année, puis on prépare le 4e Spark. C'était déjà le 4e. Ça passe vite. Ouais. Wow, c'est incroyable. Donc, mais tu le dis, Spark the Change, c'est de rassembler des gens en DO, des gens en RH, des gens dans le domaine d'agilité, les coachs agiles. On est des agents de changement aussi, évidemment. Quelle autre clientèle? C'est pas mal les gens qu'on voit. Il y a d'autres personnes qui vont venir, par exemple, des gestionnaires de projets, des fois, vont s'intéresser. Donc, il y a quand même un certain nombre de gens du PMI puis des gestionnaires de projets qui viennent. Puis, écoute, c'est pas mal ça. C'est quand, cette année? Ou l'année prochaine? Je crois que c'est le 14 juin. 14 juin? Oui. OK. Et ajoutez à votre agenda Spark the Change 2020. Oui. On retourne à nos origines. T'as peu. Dis-moi pas, c'est Concordia? Concordia. Mais pas Downtown. Sur c'est pas Cavendish. C'est Loyola, là. C'est au bout de Sherbrooke. Oui. J'ai oublié le nom de la rue. Ouais. J'ai Cavendish, là, mais je sais pas si c'est ça. Donc, si vous allez à Spark the Change, parce que je le dis parce qu'il y a des gens, la première fois qu'on l'a fait à Concordia, Loyola, les gens sont rendus à Concordia Downtown. Pour trouver le spot, puis ils n'ont jamais trouvé, puisque c'est pas du tout au même endroit, là, c'est pas dans le temps du tout. Donc, je vous encourage à préciser, à dire « It is not downtown », de façon très précise. On va essayer de le communiquer clairement. J'aimais bien. Tout ce qui était un peu tannant, c'était dans la grande salle, le toc, 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 c'est pire que quand on parle. Ouais. J'imagine qu'on fait des rénovations depuis. Le gros avantage, c'est qu'on peut sortir, on peut aller à l'extérieur, c'est la verdure partout, c'est merveilleux comme endroit. Ouais. Puis il y a du stationnement. Il y a du stationnement, effectivement. Ouais. Le transport en commun est plus difficile. Il n'y a pas de resto, par contre. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de resto. Il n'y a pas de resto, mais on n'a pas besoin de resto puisqu'on a un très bon traiteur. C'est vrai, oui, des boîtes à lunch. Spark the Change est out. Ça va être le fun encore cette année. Je me porte volontaire, encore une fois, pour accueillir les gens puis flâner un petit peu. Tu sais que tu as eu des bons ratings avec Mathieu pour l'accueil? Mathieu a eu des bons ratings. Et voilà. Et moi, j'ai juste profité de la lumière de Mathieu. Parce que Mathieu, c'est un hôte fantastique. Le gros sourire à accueillir les gens. Moi, c'est plus... Qu'est-ce que tu veux? J'exagère un petit peu.
Fait que Spark the Change 2020, elle n'a pas manqué autour du 14 juin au campus Loyola Concordia. Un autre événement aussi où tu te donnes de ton temps. En passant, je rappelle, Stéphane fait ça, bénévole. Il n'y a aucun salaire associé à ça. C'est pour le plaisir, c'est pour la raison d'être. Hein? Tu es autonome pour choisir ce genre d'événement, ce genre d'équipe. Et l'expertise, mais hein, c'est commence à être bon, j'imagine. On apprend toujours. On apprend toujours. Oui, hein? La couleur des nappes, puis tout ça. Un autre événement quand même important à noter auquel tu donnes ton temps, c'est Agile Open. Oui, mais c'est une mode. Je te dirais que c'est plus modeste là, comme contribution. Là. Okay. Là, je donne un coup de main pour trouver des salles, mais. C'est quoi? Je pense que tu contribues tout autant que moi. Là. Non. Ben, c'est ça. 0. C'est pas vrai. J'ai mis un nom de salle, je pense, parce qu'il y a une réunion d'Agile Montréal qui ont choisi une salle. Oui. Puis j'ai vu les photos. Je fais peut-être. Ouais. Puis j'ai envoyé le lien, tout simplement. Le lien. Mais c'est quoi, Agile Open? C'est une journée d'open space avec un paquet de monde qui sont allumés par l'agilité. Et souvent nommé une anti-conférence. Oui, ils appellent ça une anti-conférence ou Open Space Technology. Yes. Moi, j'aime bien le mot technologie là-dedans. Il n'y a rien de technologique là-dedans, selon moi, là, mais bon, ça fait cool. Ça fait très cool. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas des conférenciers prédéterminés. Non, on ne sait pas de quoi on va parler. Les participants, ce sont les conférenciers. Bien, les conférenciers, ce sont les leads des sujets. C'est-tu sous forme de conférence? C'est-tu sous forme de on va jouer à un jeu? On va aller prendre une marche dehors? Toutes ces réponses. Tout est possible. C'est un open space. Ouais. Whatever happens is the only thing that could happen. Yeah. Absolument. Prepare to be surprised. Tu te souviens-tu des règles d'open space? Je ne me souviens pas. Ben, tu as la loi des 2 pieds. Ouais. Donc, si durant une session, je ne contribue pas ou j'en retire rien, c'est ma responsabilité de prendre mes 2 pieds puis de me déplacer, d'aller ailleurs. Absolument. Ouais. Alors, oui. on va voir. T'as-tu une bonne mémoire? Non. Toi, as-tu une bonne? Si j'ai une bonne mémoire? Ouais. Par rapport à Open Space. La loi des 2 pieds, c'est la loi. Ensuite, on parle pas de loi, mais on parle des papillons puis des abeilles. Mm-hmm. OK? Donc, les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles butinent. Oui. C'est-à-dire qu'une personne peut être une abeille, elle peut se promener, assister à une session qui parle de self-selection, par exemple. Ouais. Puis là, elle peut se promener, puis là, elle arrive dans une session où on parle d'organiser, comment organiser une équipe multidisciplinaire. Puis elle peut dire « Hey! » Là-bas, là, ils sont en train de parler de self-selection, puis là, d'amener des idées qu'on vient d'entendre dans une autre session, par exemple. Donc, l'abeille butine, elle transporte le pollen d'une fleur à l'autre. Mm-hmm. Puis, les papillons, ce sont les gens qui, à un moment donné, ne trouvent pas d'intérêt à assister à une session, puis ils se retrouvent autour de la machine à café. Puis, il y a des conversations géniales qui peuvent émerger de là. D'ailleurs, c'est de cette observation-là qu'est né le Open Space. Mm-hmm. C'est un type, Orson, je me souviens pas du... le créateur? Le créateur d'Open Space. J'ai aucune idée. Qui a réalisé, en assistant à une conférence au début des années 80, que les meilleures discussions avaient lieu autour des machines à café. Donc, c'est ça, les papillons, c'est ce qu'ils font. Ils se retrouvent ensemble à un endroit qui n'est pas dans un des endroits prédéterminés, prédéfinis où il devrait y avoir une session, puis ils se mettent à discuter, puis quelque chose de magique arrive. Mm-hmm. Je me suis permis d'ouvrir un site. Oui. Ça vaut la peine. Donc, il y a 4 règles. Tu en as fait allusion. Donc, la première règle, les gens qui se présentent, ce sont les bonnes personnes. Donc, ça se peut que tu proposes un sujet et tu t'as proposé le sujet du macramé agile, itératif incrémental et que tu es seul. Mais et voilà, tu es la bonne personne. Tu es là pour avoir une réflexion sur le sujet que tu as proposé. Si vous êtes juste 2, beau dialogue. Si vous êtes 42, wow, c'est ailleurs. Donc, la première règle, les personnes qui se présentent, ce sont les bonnes personnes. Autant au niveau du open space en général qu'une session en particulier.
Ça commence quand ça commence. Whatever happens, the only thing that could have, je dis tantôt. Donc, ce qui va se produire, c'est la seule chose qui devait se produire. J'adore cette règle-là parce que ça enlève énormément d'angoisse. C'est un tueur d'angoisse qu'on a déjà utilisé sur moi. Moi, j'avais organisé il y a quelques années le Agile Coach Camp ici à Montréal. Et puis, j'avais une angoisse parce que je me disais, qui va venir? En plus, moi, j'insistais que ça soit gratuit. Donc, j'avais besoin de commanditaire, de cette angoisse-là. Et puis, à un moment donné, c'est François Beauregard qui m'a dit, écoute, Éric, si on est juste 2, ça va être un succès. Pouah, plus de stress. Ça fait pouf, c'est parti d'une seconde à l'autre. Ça commence quand ça commence. Et c'est terminé quand c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça commence quand ça commence. Il y a un moment prédéterminé où ça devrait commencer, mais si ça commence pas à ce moment-là, c'est pas grave. C'est correct. Ça finit quand ça finit. Et quand on fait un open space, ben on présume d'une heure de début et d'une heure de fin, mais ça peut se continuer. Les gens peuvent être passionnés. Ça va finir quand ça va finir. Ça peut continuer. Ça peut durer l'équivalent de trois séances. Oui, très cool. C'est correct. Ça peut durer 5 minutes. Aussi. 5 minutes, on a vidé le sujet, puis ben écoute, on prend nos pieds, puis on s'en va ailleurs. Donc, c'est le Open Agile. Oui, Agile Open, excuse-moi. Agile Open, qui est sous format de Open Space. Vous venez, vous proposez vos sujets. Vous vous entourez de gens qui sont curieux d'en entendre plus ou de participer à la discussion. Et puis, on applique les 4 règles qui sont quand même assez ouvertes. Puis aussi, on s'inspire des différentes lois, notamment la loi des 2 pieds. Et puis, il y a des insectes. Il y a des butterflies, puis des bees, des papillons et des abeilles que tu as bien expliqué tantôt. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime le plus. J'aime bien les conférences comme Agile Tour, c'est certain. Tu l'as dit, les sujets qui sont proposés ont été proposés il y a quelques temps. Et peut-être, il y a toujours un risque que le sujet soit moins pertinent au moment de l'Agile Tour. C'est un risque. Contrairement à un open space, le sujet est hot là. Le sujet est pertinent là. Et puis, je trouve ça plus agile comme approche qu'une conférence classique. Ouais. Mais j'imagine que les deux ont des avantages et des inconvénients. Ben merci, Stéphane. Merci à toi.